Bienvenue pour cette exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui touche vraiment beaucoup de monde. Ces douleurs un peu tenaces. Oui, Le mal de dos, les tensions dans la nuque, les maux de tête, enfin, tout ce qui peut gâcher le quotidien. mhm, On va creuser une manière un peu différente de les comprendre et, surtout, de les soulager. tout à fait. On s'appuie pour ça sur une discussion qu'on a eue avec Mohamed Bouchoucha, qui est kinésithérapeute et ostéopathe. C'est ça. Et il pratique une méthode assez particulière, basée sur les chaînes musculaires GDS. Et franchement, ça bouscule pas mal d'idées reçues. Oui, absolument. Cette approche GDS, du nom de sa créatrice Godelieve Denise Truff, elle sort vraiment du cadre, on va dire, habituel. C'est pas la kiné classique, quoi. Non, ni la kiné classique, ni même l'ostéo ou la chiro qu'on connaît plus couramment. Et le parcours de Monsieur Bouchoucha lui-même est intéressant pour comprendre sa vision. Ah oui. Oui, il est aussi formé au dry needling, on en reparlera. C'est une technique spécifique avec des aiguilles sèches. D'accord. Et, anecdote, il a été culturiste. Donc ça donne forcément un regard un peu différent sur la mécanique du corps, je pense. Oui, on imagine. Notre mission aujourd'hui, donc, c'est de décortiquer un peu cette méthode des chaînes musculaires. C'est ça. Comment ça marche? C'est quoi le lien entre notre posture, notre façon d'être, notre comportement et puis nos douleurs? Hmm. Et surtout, en quoi ça remet en cause les traitements plus conventionnels. Exactement. Il fait même un parallèle qui dit partiel avec l'énéagramme, qui est un autre système qui s'intéresse au type de personnalité. Oui, il mentionne ça aussi. Alors, pour commencer, qu'est-ce qui a poussé M. Bouchoucha à chercher autre chose que la kiné qu'il avait apprise à l'école? Parce que visiblement, ça ne l'a pas convaincu très longtemps. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Il raconte en fait avoir été déçu assez vite dès ses débuts professionnels. Ah oui, Les méthodes classiques, le renforcement musculaire systématique, il appelle ça l'athlétisation, oui. ou même les massages, ça lui semblait souvent inefficace sur le fond du problème. C'est-à-dire? La frustration, elle venait aussi beaucoup des patients, ceux qui revenaient sans cesse en disant «Oui, ça fait du bien sur le coup, mais bon, j'ai toujours mal». Ah oui, ce sentiment d'impuissance qu'on peut ressentir parfois. Et lui-même parlait d'ennui, je crois, face à ces séries de 25 ou 30 séances qui, au final, n'aboutissaient pas vraiment. Oui, jusqu'à ce que les gens se lassent, en fait. Il avait l'impression, comme il dit, de faire travailler une machine un peu grippée, sans vraiment comprendre pourquoi elle était grippée. C'est une bonne image. Et c'est là, justement, qu'il a rencontré quelqu'un d'important pour lui, Philippe Compagnon. Ah, le fameux compagnon. Oui, celui qu'il appelle, sans détour, le monstre de la biomécanique. C'est vraiment sa formation avec Compagnon sur la biomécanique des chaînes musculaires qui a été un déclic. Et il en a retenu quoi, principalement? Une idée forte? Une idée fondamentale, oui. Une sorte de grand principe. L'idée que notre physiologie, notre mécanique corporelle de base, elle est en fait remarquablement bien faite. Presque parfaite selon lui. D'accord. Et donc, si une douleur apparaît, ce n'est pas forcément parce que le muscle est faible ou usé, Non? non, mais plutôt parce qu'il y a une dysfonction quelque part, un dérèglement dans le système global. Et donc, l'obsession, ça ne devrait pas être de remuscler à tout prix la zone qui fait mal. Ah, ça change complètement la perspective. Au lieu de dire, bon, vous avez mal au dos, allez, musclez-vous le dos, Voilà, il faudrait d'abord essayer de comprendre pourquoi ce dos fait mal. exactement. Il donne l'exemple d'une épaule qui est bloquée. S'acharner à la renforcer musculairement, ça ne sert à rien si on n'identifie pas la cause du blocage initial. Logique. Et il critique aussi, de façon assez directe, cette tendance qu'il qualifie un peu durement peut-être de judéo-chrétienne. C'est-à-dire? Cette tendance à voir la douleur comme une sorte de fatalité ou une punition, et puis à culpabiliser les gens. Ah, si vous avez mal, c'est parce que vous ne bougez pas assez. Vous ne faites pas de sport. Voilà. Pour lui, ça, c'est pas le bon point de départ. Le vrai point de départ, c'est la recherche de la dysfonction. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas correctement ? Et cette recherche de la dysfonction, on imagine, c'est vraiment le cœur de la méthode GDS. C'est ça. D'ailleurs, la fondatrice, Godelieve Denise Truff, elle avait elle-même un parcours assez original, non? Oui, tout à fait. Elle est passée par les beaux-arts avant de faire kiné. Ah, intéressant. Et ça, apparemment, ça a développé chez elle un œil incroyable pour observer les postures, les silhouettes, ce qui rend chaque personne unique dans sa façon de se tenir, de bouger. Une artiste devenue thérapeute, en quelque sorte. J'aime bien l'idée. Hmm, Elle a donc conçu sa méthode sur cette observation très fine, en faisant le lien entre la posture et la façon dont une personne se comporte, sa manière d'être au monde, disons.
C'est ça. Elle a posé les bases, on va dire, comportementales, et c'est ensuite Philippe Campagnon qui a apporté la rigueur biomécanique pour expliquer vraiment comment ça fonctionne au niveau musculaire. D'accord, le duo fondateur. Exactement. Et il y a un autre concept clé qu'évoque M. Bouchoucha, c'est celui de psychotonus. Oui, le psychotonus. Alors, l'idée n'est pas complètement nouvelle, hein. Il cite d'ailleurs Wilhelm Reich et ses cuirasses caractérielles du début du XXe siècle. Oui, Mais elle est absolument centrale dans l'approche GDS. L'idée, c'est que nos muscles ne servent pas seulement au mouvement. Ils seraient aussi le reflet direct de notre état psychique. comment ça? Le tonus musculaire, cette tension de fond qu'on a toujours un peu dans les muscles, il serait imprégné par nos émotions, notre stress, notre vécu. Nos muscles comme une sorte de miroir de notre état intérieur. C'est fascinant. C'est l'idée. Alors concrètement, ces fameuses chaînes musculaires, qu'est-ce que c'est exactement? Comment ça s'organise dans le corps? Alors, il y a 6 grandes chaînes musculaires principales dans la méthode GDS. On les désigne souvent par des sigles PA, AL, PL, AM, PM, AP. Ok, un peu technique. Oui, mais l'important, c'est pas tant de retenir les sigles que de comprendre l'idée générale. C'est qu'on a tous ces 6 chaînes, mais elles ne s'expriment pas de la même manière chez tout le monde. C'est-à-dire? Chacun aurait une ou plusieurs chaînes qui sont dominantes. Et ce sont ces dominances qui vont façonner notre posture naturelle, notre façon de bouger préférentielle. Comme une sorte de signature corporelle individuelle, hein. Il utilise des images assez parlantes pour ça, je crois. Oui, il parle du cheval de trait et du pur sang. Ils n'ont pas la même configuration de base, le même potentiel. C'est clair. Ou alors, il prend l'exemple des athlètes aux Jeux Olympiques. On voit bien qu'un sprinter et un marathonien n'ont pas du tout le même physique. Ils sont, entre guillemets, câblés différemment. Oui, évident. Eh bien, ces chaînes dominantes, elles créeraient un peu la même chose. Des sortes de profils de potentiel de base. Des typologies, c'est le mot qu'il utilise. C'est ça, des potentiels de base ou des typologies. Mais il faut savoir, et c'est intéressant qu'il le dise lui-même, que Bouchoucha était très sceptique au début. Ah bon? Oui, l'idée de relier des muscles à des traits de caractère, ça lui paraissait un peu psychologie de bazar, comme il dit. Un peu simpliste peut-être. Voilà, c'est vraiment l'observation clinique répétée, jour après jour, dans son cabinet, qui l'a convaincu qu'il y avait bien une corrélation forte entre les deux. Et comment ça se manifeste, cette corrélation? Il parle aussi de pulsion comportementale. Qu'est-ce que ça recouvre? Alors, la pulsion comportementale, c'est vu comme une sorte d'énergie fondamentale, une force intérieure qui nous pousse vers certains comportements préférentiels. Par exemple. Par exemple, une tendance à être très actif mentalement, à avoir du mal à débrocher, ou au contraire, une tendance à l'intériorisation, à être plus dans son monde, ou encore une forte réactivité émotionnelle, une approche très affective des relations. D'accord. Une posture peut être plus en défense ou au contraire très extravertie. Chaque chaîne ou combinaison de chaînes dominantes serait liée préférentiellement à une de ces pulsions. D'accord. Est-ce qu'on aurait des exemples concrets pour illustrer ça? Pour que ça parle un peu plus? Oui, il donne 2 exemples de profils assez opposés pour qu'on saisisse l'idée. Il parle de la chaîne AM, antéromédiane. Oui. Elle serait liée à une pulsion plus affective, plus tournée vers la relation à l'autre. Selon lui, ce serait un potentiel intéressant pour quelqu'un qui veut devenir psychologue, par exemple. Ok. Et à l'inverse, il prend la chaîne PM, postéromédiane. Là, ce serait associé à une plus grande capacité de travail, d'analyse, un côté plus cérébral, plus adapté peut-être au métier d'avocat. D'accord, ce sont des archétypes, bien sûr. Oui, tout à fait, ce sont des grandes tendances. Et le problème, la douleur, ça survient quand il y a un décalage. Quand on n'est pas dans son élément, pour ainsi dire. C'est exactement ça. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant pour comprendre l'origine de certaines douleurs. Imaginez une personne avec un potentiel de base plutôt AM, donc dans l'affectif, la relation, qui se retrouve dans un environnement professionnel hyper compétitif, très exigeant intellectuellement, comme un gros cabinet d'avocats qui serait plutôt un territoire PM, si on prend l'exemple. Oui. Cette personne va devoir sursolliciter en permanence des chaînes musculaires qui ne sont pas ses chaînes naturelles dominantes. C'est un peu comme forcer un marathonien à faire des sprints tous les jours. Ça use. Exactement. Ça crée un stress mécanique énorme et à terme, ça peut générer des douleurs aux genoux, des reflux gastriques, des tensions dans les cervicales. C'est le corps qui exprime ce déséquilibre. C'est vraiment puissant comme idée. Mais est-ce qu'on est forcément figé dans une seule case, une seule typologie? C'est un peu réducteur, non? Non, heureusement. Et Bouchoucha le sait bien. On peut être une combinaison de plusieurs typologies. Il parle de voire quadritypologie. Lui-même dit être quadritypologie. Ah d'accord. Et dans ce cas, ce n'est plus seulement le potentiel de base, la voiture, la structure, si on veut, qui détermine tout.
c'est davantage la pulsion comportementale du moment, le conducteur qui prend le dessus. Expliquez un peu. On peut avoir une structure, une voiture plutôt AM, affective, mais être poussé par une énergie d'hyperactivité, mentale ou physique, le conducteur, à cause de son éducation, de son travail, que sais-je. Et là aussi? Et là aussi, si le conducteur pousse la voiture au-delà de ses capacités naturelles ou dans une direction qui n'est pas la sienne, eh ben ça peut créer de l'usure, de la tension et donc des douleurs. D'accord, c'est plus nuancé. Revenons un instant sur cette idée de psychotonus, cette capacité du corps à encaisser le stress, les émotions. Oui, c'est fondamental. Le muscle est vraiment vu ici comme un amortisseur psychique. C'est sa capacité à se tendre et à se détendre qui lui permettrait d'absorber une partie de la charge émotionnelle ou du stress mental qu'on n'arrive pas à gérer autrement. D'où les expressions populaires Ah, excellentes. exactement. Avoir la peur au ventre, la rage au ventre, en avoir plein le dos, ça prendrait ici un sens très littéral. Le psychisme délègue, en quelque sorte, une partie de l'attention au corps pour pouvoir continuer à fonctionner. Ça expliquerait pourquoi on se sent parfois complètement noué, tendu, après une journée de travail stressante, même sans avoir fait d'efforts physiques particuliers. Tout à fait. Il donne l'exemple des étudiants en classe prépa. Ah oui, c'est vrai. C'est un exemple assez frappant. Beaucoup développent des tensions abdominales très fortes, des maux de ventre chroniques. Et c'est directement lié, selon lui, à l'état d'hypervigilance et de pression constante qu'ils subissent. Le corps se crispe pour permettre à l'esprit de tenir le coup. Le muscle joue son rôle d'amortisseur. Mais cet amortisseur, même s'il crée de la tension, il ne faut pas chercher à le désactiver trop vite ou trop brutalement. C'est ce que j'ai compris d'une anecdote qu'il raconte. Absolument. C'est une leçon d'humilité, dit-il, qu'il a apprise un peu à ses dépens. Au début de sa pratique GDS, il reçoit une patiente qui est en plein deuil de son mari. D'accord. Il identifie très clairement chez elle ce qu'il appelle une somatisation affective massive. Elle avait des douleurs cutanées au simple effleurement, des dermalgies. Impressionnant. Oui. Et lui, fort de ses nouvelles connaissances, il se dit « Ok, je vais tout relâcher, défaire cette cuirasse musculaire qui l'a fait souffrir. Logique. On aurait envie de faire ça. » Et le résultat ? Une catastrophe. La patiente a été complètement submergée par l'angoisse que cette tension musculaire contenait jusque-là. Son corps s'est verrouillé encore plus fort en réaction. Oh là là. Et Bouchoucha a compris ce jour-là que la somatisation, même si elle crée de la douleur, elle a une fonction. Une fonction protectrice à un moment T. On ne peut pas la supprimer d'un coup de baguette sans tenir compte de ce que la personne vit psychiquement. Il faut y aller doucement. Il faut négocier avec les tissus, comme il dit, respecter le rythme du corps et de la personne. C'est une approche très respectueuse, finalement, très humaine. Oui, Alors, voyons comment tout ça se traduit sur des problèmes concrets, des douleurs que beaucoup de gens connaissent bien. Mais juste avant, il rend hommage à une pionnière importante, Françoise Mézières. oui, il tient à souligner l'importance de Françoise Mézières. C'est elle qui, dès les années 40 en France, a eu cette intuition géniale de l'interdépendance musculaire globale. C'est l'histoire de la patiente qu'elle essaye de redresser. C'est ça, l'histoire est assez connue. En voulant redresser le dos voûté d'une patiente, elle a vu ses genoux se fléchir et sa tête partir en arrière. Et là, elle a compris, tout est lié. Le corps fonctionne comme un pantin dont on ne peut pas tirer une ficelle sans que tout le reste bouge. Elle a créé sa propre méthode, mais elle a eu du mal à la faire reconnaître à l'époque, je crois. Elle s'est même fait exclure par certains, comme Boris Dolto. Oui, l'histoire n'a pas été simple. Mais pour Bouchoucha, et pour beaucoup d'autres, la méthode GDS s'inscrit clairement dans cette lignée de Mézières. Elle prolonge et précise ses intuitions, notamment en y ajoutant cette dimension comportementale et psychique. D'accord. Alors, exemple très fréquent. Le syndrome du canal carpien. Ces fourmillements, ces douleurs dans la main la nuit, souvent on entend parler de chirurgie. Quelle est la lecture GDS de ce problème? Alors Bouchoucha fait une distinction qui lui semble très importante. Il y a, selon lui, le vrai canal carpien. C'est-à-dire? Celui où le nerf médian est réellement comprimé par un épaississement fibreux devenu irréversible du ligament annulaire du carpe. Il parle d'aponévrose, cette membrane fibreuse qui entoure les tendons. Dans ces cas-là, qui sont souvent des stades avancés, la chirurgie peut être la seule solution efficace. Ok. Mais Mais il dit qu'il y a aussi, et peut-être même surtout, beaucoup de pseudo-canocarpiens. des pseudos, hein? Oui, des cas où les symptômes sont absolument identiques. Douleur, fourmillement la nuit, perte de force. D'accord. Mais où la cause première ne serait pas cet épaississement irréversible du ligament. Ce serait plutôt une hypertonie, une tension excessive des muscles de l'avant-bras.
Les muscles qui servent à plier les doigts, le poignet. Exactement, les fléchisseurs des doigts, les muscles du poignet. Ces muscles, quand ils sont trop tendus, trop contractés en permanence, ils pourraient en quelque sorte étrangler le nerf un peu plus haut, ou créer une congestion, une pression dans la zone du canal carpien. Et cette tension musculaire, elle serait réversible. C'est toute la différence. Oui, cette tension musculaire excessive, elle est réversible par un travail adapté. Et comment on la traite alors dans cette approche Avec des techniques manuelles ou instrumentelles qui visent à relâcher ces muscles profonds et leurs enveloppes, les fascias. C'est là qu'il mentionne l'efficacité du dry needling. Les aiguilles sèches. Voilà, ces aiguilles fines, sans injection de produit, qu'on utilise pour aller désactiver très précisément les points de tension dans le muscle, les fameux trigger points. Ou alors, il parle aussi du crochetage facial. D'accord. Et il affirme obtenir de très bons résultats avec ces techniques, notamment chez les infirmières qui, selon la grille GDS, auraient souvent un profil de chaîne musculaire AL, antérolatérale, qui favorise ce type de tension. Et ça permettrait d'éviter des opérations? Oui, il pense que ça évite de nombreuses opérations qui sont parfois jugées un peu trop rapides ou pas forcément utiles si la cause est musculaire et réversible. C'est vraiment intéressant cette distinction. Et pour le lumbago, le fameux mal du siècle? Alors, pour lui, lumbago, ça ne veut rien dire en soi. C'est juste un symptôme, j'ai mal en bas du dos. D'accord. Le travail du thérapeute GDS, ça commence dès que la personne passe la porte du cabinet. Observer sa posture générale, sa démarche, ça donne déjà des indications sur les chaînes musculaires qui sont potentiellement trop tendues, en excès. L'observation avant tout. Oui. Et ensuite, il cherche à comprendre l'origine. Est-ce que c'est purement mécanique, suite à un faux mouvement, un effort, ou est-ce que cette douleur est apparue dans un contexte un peu particulier? Et c'est là qu'intervient cette notion de pulsion du moment dont on parlait. Exactement. Essayez de comprendre ce qui se passait dans la vie de la personne au moment où la douleur a démarré. Est-ce qu'il y avait un stress intense au travail, Mmh, un choc émotionnel, mmh, un deuil? mmh. Parce que ça peut orienter vers une cause qui est peut-être plus viscérale ou plus émotionnelle, mais qui vient se manifester dans le dos. La douleur est lombaire, oui, mais la source du déséquilibre peut être ailleurs, exprimée par une tension excessive de certaines chaînes musculaires liées à cette pulsion émotionnelle ou comportementale du moment. Comme pour cette patiente dont il parle, qui vient le voir pour une douleur aux 2 genoux apparue assez subitement. Oui, c'est un bon exemple. Une douleur bilatérale au genou qui apparaît comme ça soudainement, c'est assez rare et ça doit alerter le thérapeute. Pourquoi? Parce que c'est souvent le signe d'autre chose qu'un simple problème mécanique local. En observant sa posture, qu'il décrit comme très verrouillée, et surtout en discutant avec elle, il comprend que cette douleur est survenue très peu de temps après la perte tragique de son fils. Ah oui! C'est clairement une manifestation physique d'un choc affectif majeur, une somatisation comme on disait tout à l'heure. Et là encore, la leçon qu'il en tire, c'est la prudence. Ne pas aller trop vite. Surtout pas. On ne déverrouille pas brutalement ce que le corps a mis en place, même douloureusement, pour se protéger d'une souffrance psychique peut-être encore plus grande. C'est une approche pleine de subtilité. D'autres exemples peut-être, plus rapidement? La pubalgie chez les sportifs, ça arrive souvent? Oui, la pubalgie. En GDS, on distinguerait 4 grands types de pubalgie selon le déséquilibre précis au niveau du bassin. Est-ce que les os du bassin, les ailes iliaques, sont trop rapprochées ou trop écartées? Est-ce qu'il y a une torsion? D'accord. En identifiant le bon type de déséquilibre et en travaillant spécifiquement sur les chaînes musculaires qui sont responsables de ce déséquilibre, il affirme pouvoir soulager des footballeurs, par exemple, très rapidement, parfois en 1 ou 2 séances seulement. Impressionnant. Et chez les ados sportifs, il y a souvent cette maladie d'Osgood-Schlatter, cette bosse douloureuse juste sous le genou. Oui, l'Osgood. Là aussi, il relativise un peu l'importance de la bosse elle-même, qui est en fait une tubérosité osseuse normale, la TTA, qui devient juste plus proéminente. Ah bon? Pour lui, la douleur vient surtout de l'hypertonie, de la tension excessive du quadriceps, le gros muscle de la cuisse. Ce muscle tire comme un fou sur son tendon rotulien, et ce tendon s'insère justement sur cette tubérosité osseuse. C'est cette traction excessive qui crée l'inflammation et la douleur. Et donc le traitement GDS? Eh bien, il consiste à relâcher les tensions dans les chaînes musculaires en amont, celles qui mettent le quadriceps en hypertonie. Il utilise là aussi le dry needling, mais adapté de façon plus douce chez les jeunes. D'accord. Et en diminuant cette traction excessive sur le tendon, l'inflammation cesse et le jeune peut reprendre son sport bien plus rapidement que l'année d'arrêt qu'on préconise parfois classiquement. Tout ça, ça nous amène logiquement à une vision un peu différente du sport en général, j'imagine. Fini le dogme du «la natation, c'est bon pour tout le monde».
Alors, il qualifie ça carrément d'hérésie, forcer quelqu'un à faire un sport qu'il déteste, sous prétexte que ce serait bon pour le dos, c'est souvent contre-productif selon lui. Alors, c'est quoi le meilleur sport? Pour lui, le meilleur sport, c'est d'abord celui qu'on aime, celui qu'on pratique avec plaisir. L'idée de base, c'est que notre corps est fondamentalement fait pour bouger, pour être actif. D'accord. Mais est-ce qu'on peut faire n'importe quel sport, même si on a des fragilités apparentes? La course à pied, par exemple, elle est souvent accusée de tous les maux pour les articulations, le dos. Alors son point de vue là-dessus est assez clair. Si notre biomécanique, notre machine, fonctionne correctement, on peut courir sans problème. Il explique qu'on a plusieurs systèmes d'amortissement naturels dans le corps. Lesquels? La voûte plantaire, le genou qui fléchit à chaque pas, la hanche qui bouge librement, la courbure naturelle du bas du dos, la lordose lombaire, tout ça, ce sont des amortisseurs. D'accord. Si un ou plusieurs de ces amortisseurs sont raides, bloqués à cause de tensions excessives dans certaines chaînes musculaires, alors oui, forcément, l'impact de la course va être mal absorbé et ça va faire mal quelque part. Genou, hanche, dos. Mais la solution n'est pas forcément d'arrêter de courir? Non. La solution, selon lui, ce n'est pas d'interdire le sport, mais plutôt de restaurer la fonction de ces amortisseurs naturels en libérant les tensions dans les chaînes musculaires concernées. Quand la physiologie est restaurée, quand le corps retrouve sa capacité d'amortissement, alors la course redevient non seulement possible, mais même bénéfique. C'est une perspective beaucoup plus optimiste et responsabilisante finalement. Oui, on redonne au corps sa capacité à fonctionner. Bon, si on essaie de synthétiser un peu l'essentiel de cette approche GDS, telle que vue par Mohamed Bouchoucha, l'idée vraiment forte, c'est que notre corps n'est pas juste une mécanique à réparer. Non. C'est aussi une sorte de carte visible de qui nous sommes, de nos tensions intérieures, de nos comportements dominants, de notre histoire. Et tout ça, ça s'exprime à travers le jeu subtil de ces 6 grandes chaînes musculaires. C'est ça? Et donc, apprendre à reconnaître sa propre signature corporelle, son potentiel de base, et surtout, les déséquilibres qui peuvent naître quand notre vie, notre environnement, nous poussent un peu à contre-courant de ce potentiel. Oui. Eh bien, ça ouvrirait une piste vraiment intéressante pour comprendre et soulager nos douleurs d'une manière différente. On sort de la logique purement locale du « j'ai mal ici, donc je traite juste ici ». Oui, c'est vraiment une vision qu'on peut qualifier d'holistique, de globale. Ça demande au thérapeute une capacité d'observation très fine et une écoute qui englobe toute la personne. Sa posture, bien sûr, mais aussi son histoire, son contexte de vie actuel, son état émotionnel. La douleur est replacée dans un contexte plus large. Exactement. La douleur n'est plus juste un problème local, mais le symptôme d'une dynamique beaucoup plus large. Et le but n'est pas tant une réparation qu'une tentative de restaurer un équilibre qui a été perdu. C'est passionnant. Pour finir, peut-être une pensée, une question à laisser infuser chez nos auditeurs et auditrices? Oui. Peut-être une question à méditer, chacun pour soi. Si on accepte cette idée d'une connexion vraiment profonde entre notre posture physique, nos réactions au stress, nos habitudes comportementales et l'état de tension de nos muscles, est-ce qu'une écoute un peu plus consciente de nos propres schémas corporels? Tiens, comment je me tiens quand je suis stressé? Quelles sont les zones de mon corps qui se nouent en premier? Et est-ce que cette écoute attentive pourrait changer notre rapport à nos petits inconforts physiques du quotidien? Et peut-être même prévenir certains problèmes. Et peut-être même, oui, nous aider à repérer et à désamorcer certains déséquilibres avant qu'ils ne se mettent à crier vraiment fort sous forme de douleur. Voilà, c'est une piste de réflexion personnelle, je crois.